Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc l'exposé que vous allez voir, c'est un exposé qui était destiné à la journée de la faculté des sciences qui a eu lieu hier. Donc c'est quelque chose qui est à destination des non-spécialistes, potentiellement des chimistes, des informaticiens, un petit peu tous les profils scientifiques. Et alors voilà, nous une des petites frustrations qu'on a en tant que matheux, c'est que on s'appuie sur des objets qui sont pas forcément concrets pour les gens. Voilà, beaucoup d'exposés à base de d'atomes, de bactéries ou tout ça où les gens se représentent dans les autres disciplines. Et nous, dans notre discipline, c'est un petit peu plus dur de se représenter les objets. Donc mon point de départ, c'était d'essayer de faire quelque chose où on voit certains objets, afin d'en avoir une petite représentation mentale. Dans cette vidéo, j'ai pris un peu plus de temps que les 10 minutes qui étaient requises pour la journée de la faculté des sciences. Je vous souhaite un bon visionnage. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour cet exposé. Donc, le but aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu de mon domaine, la théorie des représentations, de façon relativement accessible, sans supposer que vous êtes matheux ni rien. Donc, je vais commencer par vous présenter un petit peu où ça se trouve, la théorie des représentations. Je vous ai fait une petite carte du monde mathématique, où c'est essentiellement une extraction de données du site de prépublication Archive, les articles de mai 2023. Donc, ici, vous avez 4000 articles. Chaque article est représenté dans un certain nombre de catégories. Donc, vous avez la catégorie théorie des représentations ici qui apparaît en haut à gauche. Tout ce qui est en marron, c'est de l'algèbre. Tout ce qui est en bleu, c'est de la géométrie. Tout ce qui est en vert, c'est de l'analyse. Vous avez même d'autres domaines, l'informatique, la physique. Et donc voilà, vous avez des liens entre les catégories lorsqu'un article apparaît dans plusieurs catégories à la fois. Donc vous voyez que tout est un peu interconnecté. De toute façon, chaque chercheur fait partie de certaines thématiques et reçoit des problèmes à résoudre qui viennent d'autres thématiques reliées, et tout ce qu'on peut faire dans notre domaine peut avoir une implication dans leur domaine à eux. Et on va voir ça tout à l'heure sur un exemple qui provient de la physique. Alors, j'ai dû élaguer un petit peu pour que ce soit lisible comme carte. Si je centre sur la théorie des représentations de façon non élaguée, vous voyez que c'est quelque chose qui est en lien avec un petit peu tout ce qui est algèbre, même avec un petit peu tout ce qui est géométrie. Et puis il y a aussi une grosse connexion avec la physique mathématique notamment. Et alors de façon un petit peu plus marginale, vous avez même des connexions biologie, machine learning, théorie des représentations. Un petit point aussi sur les mots-clés qui peuvent apparaître facilement dans notre domaine. Si vous entendez parler de groupe et algèbre de Lie, groupe orthogonal, groupe symplectique qui sont des exemples. Vous pouvez entendre aussi parler d'orbites semi-simples, nilpotentes. Il y a les algépertextes, les aires matrices aussi qui apparaissent en physique si on parle de Young-Mills. Et alors ce qui donne le nom à la théorie des représentations, ça va être les représentations linéaires de certaines structures algébriques. Ça peut être des représentations de groupes, ça peut être des représentations d'algèbre, ça peut être des représentations d'autres choses. Alors on va aller directement à l'exemple. Donc voici quelque chose de brutal. Donc on part d'un groupe algébrique grand G, muni de son algèbre de Lie G gothique. On prend un G module qu'on appelle V et on veut étudier la fibre en zéro de l'application moment associée à cette donnée. Donc l'ensemble des x phi, x appartenant à v, phi appartenant à v dual, tel que phi de gx égale 0. Si vous n'y comprenez rien, c'est tout à fait normal. De toute façon, le but ensuite, c'est de donner une espèce d'intuition de ce que c'est cet objet, comment on peut le comprendre, comment on peut se le représenter. Les mots-clés physiques associés, ça va être des hamiltoniens, des systèmes intégrables. Donc c'est des choses qui peuvent sortir facilement de la mécanique classique, mécanique quantique. Ces espaces sont parfois appelés espaces de Calogero-Moser dans certains cas particuliers. Vous avez même des mots spin quantifiés qui apparaissent. On parle aussi des systèmes de Gibson-Hermson, Ruijsenaar-Schneider. Voilà, c'est juste du name dropping. Si vous avez déjà croisé ces mots, ça peut avoir un lien. Juste, je reprends l'ensemble qui nous intéresse ici et on va essayer de progresser un petit peu dans sa compréhension, de voir un petit peu à quoi correspondent ces objets. Est-ce qu'on arrive à s'en faire une représentation? Donc déjà, on va devoir parler de fibré tangent. Donc si on part d'un objet géométrique X, pensez à un cercle, pensez à une surface, un truc plat, un truc courbe. Le fibré tangent, ce sera un objet géométrique, un nouvel objet géométrique un peu plus gros qui sera réunion de tous les espaces tangents en chaque point de notre objet. Donc si je pars ici d'un cercle, un cercle qui est dessiné en bleu, je peux considérer son fibré tangent. Il faut qu'en chaque point du cercle, je considère la tangente au cercle en ce point. Je fais la réunion de toutes ces tangentes. Alors, je ne veux pas considérer qu'elles se croisent vraiment en certains points. Non, elles sont toutes indépendantes. Donc, au-dessus de chaque point du cercle va correspondre une fibre.
Et le tout, ça nous donne notre fibre étangent. Alors le dessin à droite n'est pas tout à fait accurate. Elle représente pas bien le fait que les droites ici sont tangentes au cercle, mais voilà, c'est pour bien représenter que ce sont des choses qui sont distinctes à chaque étape. Donc on est parti de quelque chose qui était de dimension 1 et on a construit un fibre étangent ici qui est de dimension 2. On rajoute une dimension qui est la dimension des fibres. Alors dans notre cas particulier, où apparaît ce fibre étangent, on part en fait de V qui est un espace d'une certaine dimension, un plan de dimension 2, un espace de dimension 3, quelque chose de dimension 248. Pour les calculs, ça ne change pas grand-chose, si ce n'est la complexité. Et si on considère un fibré tangent ou un fibré cotangent, dans cet exposé, je vais assimiler les deux. Et ben, en chaque point, par exemple, du plan, on veut rajouter un espace tangent à ce point, qui va être aussi une copie du plan, et on rajoute donc en chaque point une copie de V. Donc on se retrouve avec quelque chose qu'on note V croix V ou V croix V dual, suivant qu'on considère le fibré tangent ou cotangent. En tout cas, ça va être quelque chose qui est de dimension double. On part de quelque chose qui est de la dimension de V, et comme en chaque point on rajoute une fibre qui est de dimension aussi un espace de même dimension, ça nous fait un espace de dimension double. Donc c'est comme ça qu'il va falloir un petit peu comprendre cet espace. Le x sera un élément de V et le phi sera un élément de la fibre au-dessus de x. Dans l'idée, le x appartient au cercle bleu et le phi appartient à la droite rouge qui passe par x. Alors je vais essayer aussi de vous donner une intuition de ce que c'est qu'un module, une orbite. Donc je vous rappelle qu'on avait V un G-module où G était un groupe algébrique et petit g l'algèbre de l'IG. Concrètement, un module, c'est un espace V sur lequel on a en plus des transformations. On a un groupe de transformations G qui agit, qui va modifier notre espace, l'intérieur de notre espace, mais qui laisse l'espace globalement invariant. Et alors l'orbite d'un point, on part de ce point, on lui applique toutes les transformations données par grand G possibles. Ça nous donne un certain nombre de points de notre plan, par exemple, et ça nous dessine ce qui s'appelle son orbite. Alors, l'exemple le plus simple, on part du plan, on prend le groupe des rotations d'un centre, l'origine du plan, et dans ce cas-là, nos orbites, ce sont des cercles concentriques. Si vous partez d'un point quelconque, vous lui appliquez toutes les rotations de centre 0 et ça vous donne un cercle. C'est l'orbite de ce point. Et donc votre espace tout entier est stratifié par ces orbites, avec ici une orbite particulière qui est juste le point isolé en rouge au milieu, et puis plein d'orbites de dimension 1 qui sont juste des cercles et qui correspondent à l'image qu'on se fait des orbites planétaires. Alors ça c'est un exemple de module. Et on peut considérer d'autres types d'actions. On multiplie par exemple une coordonnée par un certain t, l'autre coordonnée par 1 sur t. Je vous trace l'espace des orbites, ça vous donne cela. Les orbites en fait se retrouvent par l'équation xy égale une certaine constante. Là, si vous vérifiez, multiplier deux coordonnées, ça n'a pas changé le produit avant et après l'action. Donc ça vous donne des belles hyperboles avec quelques orbites particulières. Les orbites qui sont sur l'axe, ici des abscisses, celui des ordonnées, et une orbite qui est juste un point à nouveau. Donc ces orbites un petit peu spéciales, en l'occurrence on les appelle des orbites nidpotentes, elles sont souvent en nombre fini, dans les bons cas, elles jouent un petit rôle particulier. Alors maintenant si on veut progresser encore un peu plus, il va falloir comprendre un peu cette condition phi de Gx égale 0. Alors déjà Gx c'est l'espace tangent à une orbite. Au point X, ça correspond à la fibre rouge qu'on avait vue tout à l'heure. Et la condition d'être égal à 0 quand on applique un phi ici, ça revient à dire que nos deux éléments ici sont orthogonaux l'un avec l'autre. Alors, je vais pouvoir du coup réécrire cette condition de façon peut-être plus compréhensible. Cette fois-ci, je prends un x à un y, x appartient à v, y appartient à v. On demande que y, quelque part, soit orthogonal à l'orbite de x. Donc, je vous ai redessiné ici un espace v, alors que cette fois-ci est courbe. Il y a quelques raisons pour lesquelles je fais ça. Donc, vous avez votre espace V en noir. Sur chaque point de V, vous devez considérer l'espace tangent que j'ai dessiné ici en vert. Donc c'est à nouveau une copie de V, lorsque V est un espace vectoriel, un espace bien plat. Et ce qui vous intéresse, c'est de ne pas prendre tous les points possibles de ces carrés verts ici. C'est de prendre juste ceux qui sont orthogonaux à l'orbite. Donc en chaque point de chaque orbite, vous allez prendre une droite, la droite qui est orthogonale à votre orbite. Donc on lui donne un nom à cet ensemble, on va voir déjà ce qu'on est capable de dire sur cet ensemble en termes de dimension. Donc vous avez déjà un certain nombre d'orbites. Les orbites, elles sont entre la dimension 0 et la dimension de l'espace tout entier.
Dimension 0, c'est juste un point. Dimension de l'espace tout entier, ça veut dire que ça représente toute une portion non négligeable de votre ensemble. Et on peut déjà s'amuser à compter la dimension de chacun de ces traits hachurés. Donc ces traits hachurés, pour compter leur dimension, on compte déjà la dimension du trait rouge, donc la dimension de l'orbite, et puis la dimension de chacune des fibres qu'on doit voir passer en plus. Et comme les fibres sont les orthogonales à votre orbite, elles vont représenter une sorte de complémentaire. La dimension en fait de la somme des deux, c'est la dimension de votre partie V ici en vert. Et donc ça, c'est la dimension d'une seule des orbites hachurées, si vous voulez, des fibres au-dessus des orbites. Et donc si vous voulez la dimension de l'espace tout entier, il faut rajouter cette dimension au nombre de paramètres qui sont nécessaires pour décrire l'ensemble des orbites. Et ce nombre-là, c'est la dimension de V moins la dimension d'une orbite. Donc on est capable déjà de décrire la dimension de cet ensemble, ou presque, puisqu'en fait le problème qui peut arriver, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les orbites qui sont de même dimension. Et quand vous avez une orbite de dimension plus petite, ici par exemple un point, ce qui peut arriver, c'est que la fibre qui apparaît au-dessus, ce soit quelque chose cette fois-ci de plus grand. Donc ça vous fausse un petit peu tout ce calcul de dimension. Si vous avez juste un point dans ce dessin, l'équivalent de l'orbite hachurée ici, ce sera tout ce plan bleu qui vient se rajouter par-dessus ce point. Donc en fait, si on veut vraiment pouvoir appliquer une formule qui ressemble à ceci, on est obligé de considérer, de décomposer notre espace en différentes parties, en partie à dimension d'orbite constante. Et donc tout ce que je vous ai dit pour V, en fait, ça va être plus ou moins vrai pour S, qui cette fois-ci n'est plus forcément plat, qui peut vraiment être quelque chose de courbe. Et donc on va pouvoir faire des calculs qui ressemblent à ce qui se passe à ce niveau-là, mais avec S à la place de V. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les nappes de V. Si vous savez stratifier votre ensemble V en des parties à dimension d'orbite constante, vous avez de grandes chances de pouvoir contrôler ce que c'est que ce gros objet. Finalement, on a rapporté un problème qui se plaçait dans V croix V, qui se passait dans le fibré tangent. On l'a ramené à quelque chose, la compréhension qu'on doit faire juste sur V lui-même. Donc on a gagné en complexité. Et alors avec ça, ça nous permet de décomposer C en morceaux qu'on contrôle à la fois d'un point de vue dimension, de sa géométrie. Et si on sait dire comment les différents morceaux s'agencent entre eux, on a des chances de pouvoir bien décrire cet espace C, savoir s'il est en un seul morceau, s'il est en plusieurs morceaux. Et alors une bonne partie de mes travaux, ça a consisté justement à m'intéresser à ça. Alors des travaux juste sur ce qui se passe au niveau des orbites nilpotentes, par exemple, dans des algèbres de Lie symétriques, qui sont des généralisations des algèbres de Lie, dans des algèbres paraboliques. Vous voyez des articles en collaboration. Chez nous, les collaborations ne sont pas des collaborations à 10 personnes en général, hein. Entre 1 et 4 auteurs, c'est classique. Des informations aussi sur des variétés C en entier. Donc le type de résultat qu'on a, ça va être de décrire les morceaux essentiellement, de savoir s'il y a un seul gros morceau, par exemple, si vous avez une droite qui est incluse dans un plan, ça va compter que pour un gros morceau qui est le plan. Et si vous avez une droite qui est orthogonale au plan, vous avez deux morceaux, hein, un plan et une droite qui ont chacun leur rôle propre. Donc c'est ce genre de description qui est à l'œuvre. Il faut pas mal de techniques, faire appel à d'autres domaines des mathématiques, faire appel à la géométrie algébrique, faire appel à un certain nombre d'autres choses, faire des ponts, faire reformuler ce problème d'autres façons, faire des ponts entre des domaines, et puis on arrive à faire progresser la connaissance comme ça. Et aussi des travaux juste sur les nappes, dont des travaux qui sont en préparation. Ici, je vous montrerai une table. Donc ne serait-ce que savoir découper votre espace en les parties où la dimension d'orbite est constante, savoir bien décrire ces choses-là, c'est un problème qui est déjà compliqué dans certains cas de figure. Alors, je ne vais pas avoir le temps d'aborder toutes les connexions qu'on pourrait faire avec d'autres domaines, mais je vous donne juste des exemples un petit peu visuels. Pour classer par exemple les orbites nilpotentes dans certains cas, donc juste des orbites qui peuvent être a priori plus simples à aborder parce qu'elles arrivent en général un petit peu isolées, pas forcément en famille. En famille, il y a plusieurs paramètres. C'est qu'on a des données combinatoires. On arrive à ramener ça à de la combinatoire, donc avec ce genre de dessin. Et pour certains, on sait que pour certains diagrammes, il y a un nombre fini de configurations qui arrivent. En l'occurrence, ce que je vous présente, c'est des cas limites. C'est ceux où les premières familles infinies apparaissent. Mais voilà, vous avez toute une théorie des Carquois. Donc les carquois sont juste des points et des flèches. Vous avez certaines dimensions qui peuvent être associées. Je ne rentre pas dans les détails, mais
J'espère que juste avec le dessin, on arrive à comprendre que, il y a certaines données combinatoires qui aident le mathématicien, une fois que tout est classifié, à faire son chemin facilement dans certains problèmes. Un autre exemple complètement différent, voilà, un théorème en mathématiques. On fonctionne beaucoup avec des objets dont on cherche à démontrer qu'ils ont des propriétés. En l'occurrence, ce théorème affirme que un certain objet géométrique qui est important en géométrie algébrique, qui décrit certaines sous-parties du plan, comment elles se comportent les unes par rapport aux autres, quelle géométrie elles portent, va dire que les différents morceaux de cet objet géométrique sont toutes de même dimension. Il est équidimensionnel. Et alors c'est vrai, on a réussi à classifier pour ces cas-là, et c'est quelque chose qui a des chances de devenir faux à partir du moment où on sort de ces paramètres, puisque on a certaines familles infinies qui arrivent dans le jeu. Encore une fois, je rentre pas dans les détails. Dernière image mentale, le genre de tableau qu'on obtient en l'occurrence pour des nappes. Donc on part de certaines orbites qui sont de dimension 184, 208, 214. Alors voilà, pour les orbites de dimension 208, dans une certaine algèbre de Lie, en l'occurrence de type 8, il se trouve que on a des familles d'orbites de dimension 208 qui arrivent. Donc là, vous avez la dimension relative, c'est-à-dire que vous avez une famille à deux paramètres d'orbite de dimension 208, donc ça vous donne un espace de dimension 210. Et puis tous les nombres qui apparaissent ici décrivent un petit peu comment les différents morceaux vont se recouper les uns avec les autres. Donc on est capable de donner une description assez fine, même dans cet espace qui est de dimension 248. Voilà, donc j'ai conscience que c'était un petit peu abstrait. Mon but était juste de vous transmettre quelques images mentales de ce qui se passe chez nous. Et puis je vous remercie pour votre attention.